École et numérique, que faut-il changer? On en parle avec Thierry de Vulpilière. Après 15 années dans l'édition scolaire, 12 ans à la direction des partenariats éducatifs chez Microsoft, vous lancez votre propre solution, Évidence B, en 2017. C'est une entreprise qui développe aujourd'hui des logiciels d'activité qui s'adaptent aux élèves pour personnaliser l'apprentissage et à la fois de la maternelle jusqu'au lycée. Bonjour Thierry. Vous êtes en Bonjour, merci de visio m'accueillir. avec nous. Alors, première question, ce numérique, est-ce qu'il fait, selon vous, désormais partie des outils qui ont été intégrés, bien intégrés par l'Éducation nationale? Alors, on peut voir avec les polémiques de cette semaine sur l'école à distance et les ENT que à la fois il a été intégré puisque ces outils sont disponibles. Les ENT, c'est une politique qui a été menée par la France depuis plus d'une dizaine d'années, là où beaucoup de pays ont plutôt des LMS. Néanmoins, la montée en charge qu'on a eue au premier confinement et la semaine dernière montre qu'il y a encore du progrès à faire, mais c'est plutôt un très bon signe. Néanmoins, c'est une utilisation, on va dire, administrative. L'accès au réseau pour tous les enseignants et tous les élèves à distance, ça n'est pas encore une amélioration de l'apprentissage. Et on peut souhaiter que le Covid disparaisse et donc que cette situation exceptionnelle ne soit pas ça qui soit finalement la situation dont on rêve pour le système éducatif. Donc il y a néanmoins mieux à faire que simplement donner accès à des Zoom, des Skype, des Discord pour des élèves et des profs distants. Vous avez parlé de LMS à l'étranger, de quoi il s'agit? En fait, les espaces numériques de travail, c'est une politique qui a été menée par le ministère de l'Éducation, beaucoup par les collectivités locales et par la Caisse des dépôts. C'est un accès administratif. LMS, c'est Learning Management System. Ça veut dire que le learning, l'apprentissage, les contenus sont au cœur des dispositifs qu'on a un peu dans d'autres pays. Et donc, c'est un peu cette deuxième partie, comment on apprend mieux les disciplines à travers les outils numériques, qui est le vrai défi. Le défi pour un système éducatif, c'est le décrochage scolaire, 150 000 élèves qui sortent du système sans diplôme, c'est améliorer nos scores. On sait que dans les enquêtes PISA, Teams, Pearls, la France régresse, notamment en mathématiques, et c'est ça le vrai sujet. Et là, il y a à la fois d'énormes espoirs, il y a deux révolutions qui arrivent derrière nous, et à la fois Décidément. excusez-moi, et à la fois et des promesses qu'amènent à la fois l'intelligence artificielle et les sciences cognitives pour améliorer les dispositifs numériques qui permettront aux enfants de mieux apprendre. Alors, vous avez pas mal de coups de fil. Il faudrait décrocher votre téléphone, ce sera plus simple. Justement, vous venez de lancer une première plateforme d'apprentissage qui va utiliser l'intelligence artificielle. Ce sera pour des lycéens en Italie. On ne parle pas pour l'instant de la France. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'on doit confier l'apprentissage plutôt à des logiciels qu'à des enseignants? En fait, c'est le contraire. Quand on pense à améliorer l'éducation, c'est comment aider un enseignant à avoir face à lui 30 élèves et les aider chacun. On est passé dans les systèmes éducatifs à une massification des systèmes. On a une éducation pour tous. Cette éducation pour tous, elle n'est pas encore une éducation pour chacun. Pour aider chaque élève, en fait, un enseignant a besoin de savoir quelle est la difficulté propre de tel ou tel élève. Pour ça, il a des contrôles, il a toutes sortes de dispositifs pour suivre les élèves, mais qui sont limités. Il ne peut pas faire des contrôles à l'infini, il ne peut pas savoir pour chaque élève quelle est la difficulté qu'il rencontre. Et l'intelligence artificielle, elle remarque des traces, et à travers ces traces que les enfants laissent à travers leurs exercices, leurs activités numériques, elles disent des choses sur où est-ce qu'ils bloquent, comment ils apprennent, comment les aider à mieux apprendre. Et du coup, c'est en analysant ces traces et du coup les parcours efficaces pour tel ou tel profil d'élève qu'on va pouvoir aider l'enseignant, et pas du tout s'y substituer, à mieux faire de la personnalisation. Et l'intelligence artificielle seule, en fait, n'y suffit pas. En fait, il y a aussi bien du côté des États-Unis que de l'Asie des très gros investissements dans l'intelligence artificielle, dans l'éducation. Mais encore une fois, c'est une grosse artillerie, l'intelligence, qui va suivre des traces, mais qui a besoin d'être réfléchie, qui a besoin d'être alimentée. Et ce que fait Évidence B, c'est au contraire de partir d'un autre pan de la recherche, qui s'appelle les sciences cognitives,
toute l'éducation, ça se passe dans le cerveau, dans cette boîte noire. Et depuis une trentaine d'années, avec les sciences cognitives, on sait un peu mieux comment le cerveau des enfants apprend. On sait que tous les enfants ont le sens du nombre, le sens des proportions. Ils sont doués pour les maths, comme ils sont doués pour marcher, comme ils sont doués pour parler. Et il n'y a pas de raison que le système éducatif ait du mal, comme il l'a actuellement en France, sur ces disciplines. Et du coup, le fait de comprendre mieux comment ça marche, donc d'avoir des parcours d'activité, c'est ce que fait Évidence B à travers le projet Adaptive Math, qui lui est en France avec le ministère de l'Éducation, alors que le projet Atticus est effectivement en Italie avec personne. À travers cette meilleure connaissance de comment le cerveau des enfants apprend les maths, on peut derrière brancher de l'intelligence artificielle qui va renforcer l'ajustement du parcours à chaque élève. Et donc voilà un petit peu Oui, alors ça engage, les j'imagine, promesses quand même des réorganisations importantes au sein de l'éducation nationale, hein, si on se met à adopter ce type de technique qui marie et l'intelligence artificielle et l'intelligence collective. Comment les profs doivent s'organiser avec ces outils? Alors là encore, on a eu longtemps sur le numérique une démarche un petit peu maximaliste, de substitution. Il se trouve que la semaine dernière, quand on a du confinement, on est dans une situation maximaliste. Tout le monde est à distance. Ce sont des outils où effectivement l'élève peut travailler de façon autonome et l'enseignant a un tableau de bord qui lui permet de les suivre. Mais encore une fois, je présuppose que ce confinement va disparaître et qu'on finira par avoir raison du Covid. Et du coup, la situation, elle est beaucoup plus modeste et progressive que ça. L'enseignant, il dispose de toute une palette d'outils pour aider ses élèves, pour les accompagner, pour leur faire comprendre ce qu'ils cherchent à leur transmettre. À la fois, quand on est sur les petites classes, ça peut être travailler avec des objets, ça peut être les faire travailler ensemble, c'est travailler par oral entre eux. Et le numérique est un outil qui vient s'additionner, augmenter les autres, mais pas se substituer. La démarche maximaliste, c'est la substitution. La démarche raisonnable d'accompagnement du changement, d'appropriation, c'est là où c'est utile d'amener ces outils-là. Et typiquement, c'est le logiciel adaptatif. C'est quand un enseignant a une classe avec quelques élèves qui sont soit en avance, soit au contraire qui décrochent, de pouvoir leur donner accès à ces outils-là, ou ceux qui restent à la maison. Donc encore une fois, c'est plutôt dans des scénarios hybrides et riches que le numérique va se déployer dans les classes. Et pour ça, les enseignants sont plutôt des gens qui sont très demandeurs. C'était une des premières populations actives équipées en ordinateur. Donc quelquefois, on a des discours qui sont craintif sur l'attitude qu'auraient les enseignants par rapport au numérique. C'est faux. Les enseignants ont un très fort goût pour le numérique. Ils préparent comme ça leurs cours. En revanche, ils veulent des outils qui les aident à aider chaque élève à mieux comprendre ce qu'il cherche à la transmettre. Et là-dessus, voilà, c'est la génération des outils adaptatifs qui arrive qui va augmenter cette capacité. Merci beaucoup Thierry de Vulpilière, cofondateur d'Évidence B. On a bien compris que le numérique, ce n'est pas juste un outil de substitution, même surtout pas, c'est plutôt une nouvelle façon peut-être de réinventer l'éducation. On change de sujet, c'est l'heure de notre talk sur la mort des cookies. On en parle beaucoup, mais alors là, cette fois, on va se poser la question de est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ?